l'approche de la cinquantaine se fait sentir, Agathe. Il est temps de faire une révision générale, tu le sais. Regarde-toi, regarde ces petites rides. Un petit lifting de rien du tout, tout petit, tu vois, tu retends un peu tout ça. Ce serait pas mal. Et ces seins. Ah, c'est sûr, c'est pas les seins de mes 20 ans. Faites des gosses qui disaient « tout est tombé, tout est par terre, tout fout le camp ». Agathe. Oui. Agathe. L'émission a commencé. Ah non, je réfléchissais à ce Vous que voulez je faisais un ce week-end. raccord maquillage? Non, je pense Non, que ça ça va ne sert à Bon. rien. On y va, Agathe. C'est mort, Ali. Voilà, je vois bien que physiquement, j'ai plus 20 ans. Alors, c'est sûr que vous, ça vous touche moins parce que vous avez 50 ans et vous avez l'air d'en avoir 20. Voilà, on parle du privilège de l'âge, du charme de la maturité pour les hommes. Alors que moi, on parle de la peau du cou et des nasogémiennes qui traînent par terre derrière moi et qui ramassent derrière elles toute la poussière Agathe, de la rue. Agathe, je dois avouer que vous avez raison. Conséquence de cette injustice, les chiffres du recours à la chirurgie et à la médecine esthétique augmentent et sans surprise, les femmes représentent 90% des interventions. Alors ce matin, nous brisons le tabou de la chirurgie esthétique qui a le pouvoir de réparer les corps blessés, de faire disparaître un complexe et même de nous rajeunir physiquement. Et tout ça sans en éluder les risques et les dérives. Et pour en parler, l'équipe de Bel et Bien est là, notre expert Christophe André, et puis nos chroniqueurs, Elsa Wolinski, Marie-Treille Stéphanie, Stan Gusman et André Manoukian. Agathe, quel est le sommaire de l'émission? Oh là là, il est très chargé. La star des chirurgiens plasticiens et spécialiste de la médecine anti-âge, Aurène Marco, nous présente les dernières techniques chirurgicales et les derniers soins non invasifs pour paraître 10 ans de moins. Et dans la foulée, on prend rendez-vous avec le plus grand facialiste de Paris, le docteur Alexandre Marchac, qui nous explique ce qu'il faut faire pour éliminer les taches de la peau, mais aussi retendre et redessiner l'ovale du visage. Et vous allez voir que le bistouri n'est pas obligatoire. Quand la chirurgie vient au secours des accidents de la vie, on parle alors de chirurgie réparatrice. Alors comment faire pour que votre dossier soit pris en charge par la Sécu? Quand faut-il franchir le pas? Comment corriger une cicatrice, une brûlure ou une maladie congénitale? On pose toutes ces questions au docteur en chirurgie plastique Kim de Frémicourt, qui nous explique l'importance de ces actes chirurgicaux qui reconstruisent le corps et l'esprit. Enfin, on parle de reconstruction mammaire avec le témoignage de Françoise Depoux. À 63 ans et après des années de complexe, elle décide enfin de se débarrasser de cette poitrine qu'elle jugeait trop volumineuse. Et depuis l'opération, sa vie intime a complètement changé. Je me sens beaucoup plus sexy, beaucoup plus femme. Même le regard de mon mari, en fait, il me retouche. Vous rayonnez normal. en tout cas. Ah oui, moi, non, je mais trouve. c'est une page que je tourne sur l'obésité, les fortes poitrines, le regard que je peux avoir sur moi, qui n'était pas toujours bienveillant. Je suis redevenue une femme avec une poitrine normale. Et ça, c'est... Je vais avoir les larmes aux yeux tout à l'heure. Salut les amis. Salut Alino. Alors dans un instant, on vous donne des clés pour savoir si oui ou non il faut répondre à l'appel de la chirurgie. Mais d'abord, Stan Gusman nous parle des dérives de la médecine esthétique à l'international. C'est le tour du monde en 80 secondes. Oui, ce matin, appelez-moi Cassandre, car le pisse-froid qui va vous alerter sur les dérives de la chirurgie, c'est moi. Vous savez, le thème de l'émission, c'est la chirurgie, j'y vais ou j'y vais pas. Bah, le j'y vais pas, c'est maintenant, avec 80 secondes d'image internationale, pour vous prouver que le bistouri, bien que salutaire dans certains cas, c'est dans un cadre bien précis et après mûre réflexion. Et pour vous en convaincre, bienvenue au musée des horreurs. Oh là là. Oui. Non, non. Je vais vous présenter certains spécimens qui ont tellement abusé du silicone qu'ils finiront leur vie dans la poubelle jaune. Et parmi eux, Donis Havner, un Américain qui avait un rêve, ressemblait à un félin. Une illumination qu'il a eue suite à une conversation avec un chef indien. Il a depuis dépensé des centaines de milliers de dollars pour diviser ses lèvres par deux, tailler ses oreilles pointues, affûter ses dents ou déformer son visage avec des implants de silicone. Je pourrais aussi vous parler de Justin Chedelcha, un Slovaque qui voulait devenir le Ken humain. Une transformation débutée à l'âge de 17 ans après avoir regardé une télé-réalité qui suivait des gens riches qui faisaient de la chirurgie. Et pour y arriver, il a refait ses pommettes, ses joues, ses lèvres, son menton, ses bras, ses abdomens, ses pectoraux, ses fesses, ses épaules. Stop!
Tout ça pour un total de 1000 interventions. Enfin, pour vous dissuader davantage d'abuser du recours à la chirurgie, laissez-moi vous présenter mon préféré, Neven Sigonavic. Un Serbe de 45 ans, lors de sa 3e rhinoplastie, l'opération a mal tourné, il a fait une allergie et est ressorti avec une érection permanente, malgré son priapisme. D'ailleurs, quand on voit la taille de l'engin, là, tout laisse à penser qu'il a fait une pénoplastie pour l'agrandir, non? Non, mais avouez que c'est quand même au-dessus de la moyenne. S'il vous plaît, rassurez-moi, on est d'accord? Alors, on n'a pas de médecin, mais là, pour comprendre le rapport entre la rhinoplastie et l'érection... je ne suis pas docteur, mais a priori, l'allergie a provoqué une érection permanente. Donc, il est en priapisme à cause d'un nez refait? Exactement. Il faut que je réfléchisse. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ne vous inquiétez pas, c'était les cas les plus extrêmes. Mais hélas, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour que la chirurgie devienne un danger pour sa santé physique et psychique. Et pour vous en faire la démonstration, j'aimerais vous parler d'un programme américain qui a enchaîné les records d'audience à la télé pendant plus de 10 ans. The Swan, entendez le signe. Eh ben moi, je vous le dis, c'est un signe noir. Dans ce programme, animé par la sémillante Amanda Biram, on proposait à des gens considérés comme moches de se faire tuner comme une vulgaire Golf GTI. Le tout en 3 mois. Et pour cela, le docteur en chirurgie esthétique, Randall Howarth, les envoyait sur le billard pour une métamorphose au silicone. Tout y passait. La liposuction enchaînée avec l'abdominoplastie, mais aussi la pose d'implants capillaires, de facettes en céramique pour remplacer les dents gâtées, opération des yeux, du nez, de l'ovale du visage, tant et si bien qu'en un an, les candidats changeaient totalement de look et donc d'identité. Un résultat qui n'est pas sans conséquences sur leur psyché. Résultat, les 3/4 des personnes en couple qui participaient au programme se séparaient de leur conjoint après cette métamorphose, comme s'ils avaient changé de personnalité, et ce afin de profiter de cette nouvelle beauté artificielle en allant butiner ailleurs. Preuve une nouvelle fois que la chirurgie ne change pas que l'apparence, le bistouri s'attaque aussi à notre état d'esprit. Et on apprécie d'ailleurs au passage les commentaires bienveillants des chirurgiens qui ont participé à la transformation de cette femme. She came here with a mouth full of destruction, and now she has a gorgeous, healthy smile. Thank you, ma'am. Wow, my teeth. Calme, hein? Ouais, ça calme. Ouais. Ça calme. Autre D'ailleurs, on est dérive. calmé, regardez, on est là. Autre dérive dans l'accès à la chirurgie esthétique. Et là, je vais encore passer pour un vieux réac boomer hétéro-cisgenre, puisque j'accuse une nouvelle fois les réseaux sociaux. De nombreuses influenceuses invitent régulièrement leur jeune communauté à faire comme elles en ayant recours au bistouri. Et pour les inciter, elles leur offrent même un code promo. Alors d'ailleurs, à ce sujet, sachez que le gouvernement travaille actuellement à l'élaboration d'un texte de loi visant à encadrer ces pratiques. Pire encore, de nombreux challenges rivalisent de bêtises et banalisent le recours à l'opération sur les réseaux. Regardez. L'un des défis les plus connus est le Kylie Jenner Challenge, qui invite les internautes à avoir les lèvres aussi pulpeuses que la célèbre star de télé-réalité américaine. Le but étant de se faire gonfler les lèvres, comme après une injection de collagène, mais en utilisant un verre qui reproduit l'effet de succion pendant quelques minutes. Le résultat est parfois spectaculaire, mais aussi dangereux. Les ados avaient par la suite des ecchymoses et des bleus autour des lèvres, sans compter les risques de défiguration. Et pour le plaisir, Agathe, je me suis imaginé à quoi vous pourriez ressembler après avoir relevé ce challenge. Waouh! Quelle horreur. Ah là, je fonce. Je fonce, je me trouve canon. Hein. Moi, perso, si vous arrivez comme ça, j'arrête d'animer l'émission avec vous. De toute façon, tout le monde me dit toujours que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Alors que cette famille, toujours eu des pommettes comme ça, j'ai jamais rien fait. Enfin, dernière mise en demeure concernant la chirurgie plastique, c'est un univers gangréné par les charlatans. Il y a d'abord les escrocs qui pratiquent des actes de médecine ou de chirurgie clandestinement dans des conditions d'hygiène sanitaire déplorables et que l'on trouve en 3 clics sur Internet. On peut aussi se méfier des tours opérateurs low cost qui vous envoient au Maroc pour un rablament de façade à moindre coût et avec tous les risques de complications post-opératoires que cela comprend. Bref, Christophe, au regard de ces images qu'on vient de voir et de celles qui s'affichent actuellement, où l'on voit certaines célébrités qui ont fait un peu trop de chirurgie, comme Meg Ryan, Mickey Rourke ou Donatella Versace, on est d'accord, il ne faut pas prendre la chirurgie esthétique à la légère, surtout qu'on peut en devenir accro, ça peut devenir une addiction. Oui, ça paraît étonnant, mais effectivement, certaines personnes sont devenues dépendantes de la chirurgie esthétique. Alors, ce qui définit une addiction, c'est la dépendance. On ne peut plus se passer de la chirurgie. À chaque fois qu'on a l'impression d'avoir pris une ride, pof, on y retourne. L'accoutumance, qui a tendance à monter les doses, là, pour la chirurgie, évidemment, c'est un critère qui n'est pas rempli. Et puis, l'appauvrissement. Quand on est dépendant, quand on est accro, quand on est addict, sa vie est appauvrie parce qu'on pense tout
en fonction de ce qu'on recherche. Alors pour aller dans le sens de Christophe, je voulais refermer ce JT en vous présentant ce livre qui va apparaître à l'écran, Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes, un livre signé par 2 journalistes, Elsa Marie et Ariane Rioux, qui alertent sur l'augmentation vertigineuse des opérations de chirurgie esthétique chez les jeunes et donc sur les dangers. Merci Stan, donc on l'a bien compris, avant de recourir à la chirurgie, il faut se renseigner auprès d'un professionnel de santé, prendre le temps de la réflexion. Ceci étant dit, il est temps d'ouvrir notre dossier du jour. Mais tout d'abord, une précision s'impose. La chirurgie plastique regroupe toutes les opérations qui visent à modifier l'apparence d'une personne. Elle se décompose en 2 parties. D'un côté, la chirurgie réparatrice et de l'autre, la chirurgie esthétique. La chirurgie est dite réparatrice ou reconstructrice quand le but est de corriger une malformation congénitale, de réparer les corps après une blessure ou une cicatrice, ou encore de corriger la poitrine après une mastectomie ou une importante déformation mammaire suite à des grossesses à répétition. Son but est donc de redonner au corps un aspect normal et elle est remboursée par la sécurité sociale. De son côté, la chirurgie esthétique, elle est payante, elle englobe toutes les opérations qui visent à améliorer une apparence déjà normale. Cette branche de la médecine ne vise pas à corriger une pathologie, mais à atténuer les signes du vieillissement ou les défauts qui nous complexent. Et c'est à celle-ci que nous allons tout d'abord nous intéresser avec Stan Gusman qui nous raconte l'histoire de sa démocratisation, car oui, la chirurgie esthétique est en plein boom. La Bible l'affirme, Dieu a créé l'homme à son image. Eh bien, tout porte à croire qu'il aurait pu s'appliquer un peu plus, surtout quand on voit la recrudescence des actes de médecine et de chirurgie esthétique. Mais alors pourquoi le bistouri a remplacé le crucifix? Tout simplement parce que nous vivons dans une société de l'image et que notre idéal de beauté est devenu tout simplement inatteignable. En vrai, comment ne pas se sentir petit face à un tel Everest de grâce? Mais Agathe n'est pas la seule responsable de nos complexes. Non, le principal chétan, encore une fois, c'est lui, Internet, qui a créé une nouvelle beauté tronquée, comment dirais-je, une beauté sous influence. La faute aux influenceurs qui exposent à grand renfort de selfies leurs injections de botox et leurs opérations de chirurgie comme pour jeter à notre face ridée et fatiguée leur jeunesse éternelle et triomphante. Et comme le diable est décidément dans le web, j'accuse aussi les filtres de ces réseaux sociaux qui vous font passer de ça à ça. Oh, BG, mon Dédé. Et oui, les filtres de nos applis ont fabriqué un moi idéal, un surmoi magnifié. Et tel Narcisse se mirant dans le reflet de l'eau, on tombe alors amoureux de son image retouchée, photoshopée, et on ne supporte plus la réalité du miroir. On appelle ça la dysmorphie 2.0. Conséquence, les 18-35 ans tombent dans un piège narcissique qui les complexe et qui les font passer sur le billard bien plus que leurs aînés dans la cinquantaine de l'âge. Et tout ça pour des actes de plus en plus spécifiques comme la nymphoplastie, qui n'est autre que la réduction des petites lèvres de la vulve. Oui, aujourd'hui, tout devient une source de complexe et les moindres recoins de notre anatomie sont éligibles au bistouri pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Alors comment encadrer cette démocratisation de la chirurgie et de la médecine esthétique? On en parle sur notre plateau avec le docteur Oren Marco. Oui, mais juste avant de parler de ça avec le docteur, je voulais finir ma démonstration sur les filtres. Regardez comment on a l'air jeune avec ce genre d'application. Regardez Elsa. Oh, le baby. Oh, bébé. Baby Manoukian. Oh, attendez. Mais restez un peu plus, on n'a pas le temps de les voir. Ok, je reste. Attendez. Mon laissez-moi. Dieu. Docteur Oren Marco, regardez l'objectif de votre vie à partir de maintenant est de me faire retrouver ce visage. Et moi, Stan, je J'ai jamais été Bien sûr. aussi jolie, je peux te dire. À 16 ans, j'étais pas... Oh là. Oh, la mignonnerie. Oh, trop chou. Voilà, on adore. On adore. Oui, c'est vrai Christophe. que... Bah oui, quand même, Christophe. Ça marche avec Christophe? Je suis inquiet. Oh, Fabien Barthez. Mais oui, c'est ça. Non, tout d'un coup, on est projeté en 98, la passe décisive et prime. Bonjour, docteur Oren Marco. Bonjour. Vous êtes chirurgien plasticien esthétique. Merci d'être sur notre plateau. Alors, on l'a dit, de plus en plus de femmes se pressent dans notre cabinet à cause des effets indésirables des filtres rajeunissants ou encore de la pub qui lisse et photoshop les visages et les corps de leurs égéries. Alors, comment faites-vous pour évaluer la demande de vos patientes? Parlez-nous du parcours qui mène à l'opération. Alors, c'est vrai qu'il y a une démocratisation en fait, de la consultation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de patients qui viennent consulter, en tout cas liés à l'effet effectivement des réseaux sociaux, des filtres, etc. Avant, on avait déjà ce phénomène avec la presse féminine. Et
les retouches sur les photos. Mais maintenant, on va dire que les réseaux sociaux sont beaucoup plus accessibles parce que vous avez des informations qui arrivent au quotidien sur votre téléphone, sur votre smartphone, et ça démocratise encore plus la demande. Maintenant, le degré de passage à l'acte, il est quand même bien inférieur à la demande. Je veux dire, le passage à l'acte vraiment lié à un filtre, j'y crois pas trop. Par contre, ça joue beaucoup effectivement sur le skincare, la texture de la peau, et des gens qui commencent à mettre des routines beauté à 19 ans, qui achètent des crèmes anti-rides à 19 ans, qui vont faire des soins exagérés. Et c'est vrai, en ce sens-là, il y a une explosion en fait, de la demande. Et dans le parcours, il y a aussi un délai de rétractation légal. Hein. Exactement. Moi, je m'étais déjà renseigné pour un truc que je ne vous dirai pas parce que j'ai honte. mais du coup, j'avais eu 2 semaines entre la première séance et je m'étais rétracté. On aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir. Ah, c'est pour une Il a augmentation. aucun défaut, je vois pas. Ok, non, bah écoutez, c'est un rap. Non, pas du tout. C'est les poches que j'ai sous les yeux. Oh non, mon c'est une chou. petite incision, on enlève le gras et hop, regardez, attention. Mais Je non. préfère avant. Non. Mais moi, ce que j'ai aimé, je vais vous dire, parce que j'ai rencontré Oren Marco, est en fait mon chirurgien esthétique. Vous avez fait de la chirurgie, vous? Moi, j'ai fait de la chirurgie. Mais ce que j'ai aimé chez Oren, c'est qu'il m'a dit non. Surtout, c'est que moi un jour je suis allée le voir en lui disant mais je veux me faire refaire les seins, j'ai une Non, fixation, je me sens complètement complexée. Et en fait Oren m'a dit mais non, il faut pas. Et je me suis dit, au départ j'étais agacée, je me suis dit mais pourquoi il me dit non? Enfin, c'est bon, ça va, c'est moi qui décide. Et en fait, c'est extrêmement agréable d'avoir quelqu'un qui va nous dire, ben non, il ne faut pas faire ça parce que ça va être des complications ou vous n'en avez pas besoin. Sinon, moi, je me serais fait tout refaire. Non, mais c'est vrai que quand on reçoit au cabinet, moi en tout cas, de par mon expérience aussi hospitalière, parce que je travaille aussi à l'hôpital public, à l'hôpital Saint-Louis, où j'ai soigné des gens avec des cancers, des grands brûlés, etc. On a l'habitude d'accueillir des gens et de cerner un petit peu le profil. Et des fois, il y a des gens qui viennent pour des raisons, des complexes, etc., mais parce qu'ils sont peut-être dans un moment de leur vie où ils sont un peu faibles, etc. Et il ne faut surtout pas aller trop vite. Et c'est pour ça que ce délai de rétractation, que je trouve même un peu court. Je trouve que 15 jours, c'est pas en vrai suffisant pour vraiment apprécier le oui du non, existe. Donc c'est un délai légal. Notre rôle, en tout cas en tant que praticien, effectivement, c'est d'évaluer tout ça en consultation. Et des fois, on peut être amené à être aidé par des psychologues. Alors justement, Christophe, dans les opérations de chirurgie plastique, le risque physique est systématiquement abordé, alors que le risque psychologique est beaucoup moins mentionné. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'avoir la présence d'un psy aux côtés des patients qui souhaitent être réparés par la chirurgie ? Moi, je suis psy, donc j'aurais tendance à dire oui, effectivement. Mais tous les chirurgiens ne sont pas comme vous non plus, quoi. Ils n'ont pas cette prudence, cette capacité de dire non. Parfois, certains, ce n'est pas forcément la malhonnêteté, mais ils raisonnent avec un cerveau de chirurgien. Il y a un problème, je sors le bistouri, j'y vais. En réalité, quand on regarde ce que donnent les études, enfin, je ne sais pas, vous devez jeter un œil sur ça, effectivement, on s'aperçoit que, par exemple, il y a entre 5 et 15% des personnes qui vont consulter qui souffrent de ce que nous, on appelle les psys, la dysmorphophobie, c'est-à-dire une conviction On ne se voit presque pas tel qu'on est. délirante. Voilà, d'avoir une anomalie que personne ne voit. Bien sûr. Tu veux te faire refaire le nez, le menton, etc. Donc ça, si le chirurgien n'a pas un petit peu l'œil, s'il ne fait pas passer des questionnaires, s'il ne prend pas le temps, parce que ça prend Bien du sûr, temps, c'est bien ça le sûr. problème, Ça prend du effectivement. Donc il va passer à côté. Ce qui est peut-être pas assez développé, mais je ne sais pas comment vous faites dans votre pratique, c'est aussi le suivi post-opératoire, voir comment les gens atterrissent après, même si on en parlera sans doute un peu plus tard, on a des données sur la satisfaction des gens post-chirurgie esthétique, qui est plutôt grande d'ailleurs, mais pour tout un tas de raisons compliquées. Alors, on l'a dit, la chirurgie esthétique, elle est en pleine expansion quand même partout sur la planète, à tel point que c'est devenu un véritable phénomène de société. En 10 ans, le nombre d'actes pratiqués par des chirurgiens esthétiques, écoutez bien, est passé de 14 millions à 24 millions. C'est énorme. Le champion indétrônable reste les États-Unis, devant le Brésil, puis l'Allemagne. La France occupe la 8e position avec l'Île-de-France et la Côte d'Azur en tête au niveau du classement par région. Et les actes de chirurgie esthétique les plus pratiqués dans l'Hexagone, alors c'est l'augmentation mammaire en 1, ensuite la liposuction, la chirurgie des paupières. Et ce classement n'est pas le même en fonction des pays. Preuve que la beauté, les complexes, etc., qui y sont liés, sont d'ordre culturel. Ça le prouve bien. Chez nous, 11% des femmes ont déjà eu recours à la chirurgie esthétique contre seulement 3% des hommes. 11% versus 3%, Christophe, ce sont donc encore les femmes qui sont les plus complexées.
Oui, alors que les femmes n'ont pas plus de défauts physiques que les hommes. Non, mais en elles tout ont cas, plus de à ma pression, connaissance. donc. Mais elles ont plus de pression sociale, effectivement. Et là Toujours. encore, c'est une très très vieille histoire. Et elles sont habituées, au fond, à porter sur leur corps un regard qui est d'une part trop dépendant du regard des hommes, mais ce n'est même pas le regard des hommes, de ce qu'elles pensent être les attentes des hommes. Parce que les hommes, bien souvent, sont prêts à accepter des femmes avec beaucoup plus de rondeur ou de rides que les femmes ne se le représentent. Et puis, ce sont surtout les femmes par rapport aux hommes qui ont tendance à accorder à leur apparence physique une place trop grande dans l'estime qu'elles se portent, l'affection qu'elles se portent. Alors, on le sait, ce sont donc les complexes physiques, du moins lorsqu'ils deviennent obsessionnels, qui sont à l'origine du passage à l'acte chirurgical. Et l'opération peut alors vous métamorphoser physiquement, bien sûr, mais aussi psychologiquement. La preuve avec le témoignage recueilli cette semaine par Marie-Treille Stéphanie. Marie, pour cette émission, vous avez donc décidé de vous intéresser à une source de complexe qui pousse de nombreuses femmes à pousser la porte d'un cabinet de chirurgie esthétique. C'est la reconstruction de la poitrine suite à une déformation mammaire causée par des grossesses à répétition. Oui, et vous le savez, passer sous les mains d'un chirurgien peut être une véritable libération et surtout à tout âge. C'est le cas de Françoise Depoux qui, à 63 ans, a décidé de se débarrasser d'un immense complexe, sa poitrine volumineuse. Depuis son adolescence, Françoise vivait avec un bonnet H qui lui causait des maux de dos et des difficultés à faire du sport. Elle était contrainte dans son quotidien, mais son complexe est au paroxysme après une grande perte de poids. Sa poitrine n'a alors plus de maintien et sa peau en porte les stigmates. C'est avec humour que Françoise nous raconte son parcours. Bonjour Françoise. Bonjour Marie. Depuis combien de temps vous vivez avec ce poids de cette grosse poitrine? J'ai toujours eu une forte poitrine, mais au fil du temps, j'ai beaucoup grossi. J'ai derrière perdu les 50 kilos. Ça m'a paniqué parce que je n'avais plus ma poitrine, même si elle était forte, je n'avais plus une poitrine qui se tenait. Oui. Et ça, c'était important pour moi, et que je ne me retrouve pas à rouler le sein. C'est ça, vous aviez cette sensation J'avais cette sensation où, en fait, il fallait que je remonte ma poitrine pour bien la mettre dans le soutien-gorge, pour avoir quand même un aspect naturel de femme avec un bon maintien. Quelles étaient vos techniques pour camoufler ce complexe? Tout ce qui est vêtements moulants, j'en mettais pas. De trouver des soutiens-gorge qui soient adaptés, ça c'est hyper important et on en a très très peu sur le marché. Qu'est-ce qu'en disait votre mari? Est-ce qu'il savait que pour vous c'était une souffrance? L'approche dans la relation du toucher n'était pas la même, l'approche à la féminité, à la sexualité n'était plus la même. Est-ce qu'il y a eu un jour où vous avez eu un déclic? J'ai perdu ma maman. Voilà. D'accord. Donc ça a été une étape qui était de vie importante. À travers ça, moi, je me suis continuée à me reconstruire. Et à travers ce deuil, ça a été de s'occuper de moi. J'ai des émotions encore. Je comprends. L'étape clé de se dire, je vais m'occuper de ce qui me gêne aujourd'hui. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est les seins, donc je m'en occupe. Est-ce que vous saviez exactement ce que vous vouliez en termes de chirurgie? Oui, je voulais en fait sur 3 points essentiels. En fait, c'était remonter la poitrine, faire une réduction mammaire et faire en sorte que ma forte poitrine n'appuie plus sur mon sternum. Et après une période de réflexion, soutenue par son mari, Françoise décide de passer sous les mains d'un chirurgien. L'opération se déroule dans les meilleures conditions. Le réveil s'est très très bien passé, en fait, effectivement, pas de douleur. Et après, il faut accepter le regard que vous avez sur une cicatrice santé. Ça part de là à là, au départ, tout le mamelon et le dessous. Donc ça peut être impressionnant dans ce regard, se dire ça va cicatriser comment? Et aujourd'hui, à un mois, c'est très joli, quoi. Même le regard de mon mari, en fait, il me retouche. Je me sens beaucoup plus sexy, beaucoup plus femme. Vous rayonnez en tout cas, oui, moi je trouve. J'ai plus mal au dos. C'est quand même magique. Je pars sur des années de vie très sympa. Je refais de la randonnée, je remonte les 3 étages sans problème. Voilà, je refais plein de choses que je ne faisais plus. On a l'impression que c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Ah, complètement. Ce qui va être surtout très agréable, c'est cet été, quoi. C'est de pouvoir remettre des petits vêtements, des t-shirts, des chemisiers qui n'éclatent pas sous les boutons. Aujourd'hui, c'est quoi votre image de vous?
J'avais l'impression d'être une femme de 70-80 ans. Aujourd'hui, la fois poitrine qui est refaite, je suis à nouveau une femme de 63 ans, voire même 50. Vous avez rajeuni. Presque. C'est magique. Est-ce qu'on peut dire que ça a changé votre vie, cette opération? C'est une page que je tourne sur l'obésité, les fortes poitrines, le regard que je peux avoir sur moi, qui était pas toujours bienveillant. Je suis redevenue une femme avec une poitrine normale. Et ça, c'est... Je vais avoir les larmes aux yeux tout à l'heure. Merci beaucoup, Françoise, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, Marie. L'histoire de Françoise montre combien nos complexes peuvent impacter notre estime. Françoise explique à quel point elle s'est sentie à nouveau femme avec cette nouvelle poitrine qu'elle voulait tant. Elle peut enfin s'habiller comme elle le souhaite et surtout accepter une intimité avec son mari, chose qu'elle s'interdisait. Docteur Aurène Marco, avec la reconstruction ou réduction mammaire, on voit bien que la limite entre la chirurgie esthétique payante et la chirurgie réparatrice gratuite, la barrière est fine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors là, effectivement, dans le cadre de cette patiente, il s'agit d'une réduction mammaire. Elle est complètement invalidante parce qu'elle a un bonnet bien trop important et que ça lui occasionne des douleurs, des dorsalgies, des grosses douleurs dans le dos. Donc ici, en tout cas en France, parce qu'on est l'un des rares pays au monde où il y a une prise en charge par la sécurité sociale pour ce type. C'est une pathologie. Et donc là, c'est vrai que c'est la frontière entre de l'esthétique, de la réparation, mais c'est vraiment les patientes qui viennent pour une réduction mammaire, elles sont prêtes à tout pour ne plus souffrir. C'est quoi la condition pour une réduction mammaire? C'est quoi pour que ce soit éligible au remboursement de la Alors, Sécu? c'est pas du tout subjectif, c'est très objectif. C'est si je retire 300 grammes par côté de sein ou plus, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc après l'intervention, en fait, comme on doit analyser ce que l'on retire pour regarder s'il n'y avait pas de petits cancers, etc., la pièce est pesée et envoyée à la sécurité sociale, le compte-rendu. Et quelle opération mammaire est aussi remboursée par la Sécu? Il y en a d'autres? Alors oui, bien sûr. Dans le cadre des pathologies mammaires, évidemment, les reconstructions post-cancer du sein, mais également des malformations comme des asymétries majeures, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un bonnet A d'un côté et un bonnet D de l'autre, ça existe, c'est des vraies malformations, ou voire des cas aussi d'hypoplasie mammaire, c'est-à-dire vraiment un non-développement total de la glande mammaire. Il n'y a absolument aucune glande et donc dans ce cas-là, une augmentation mammaire pourrait être prise en charge, mais sous réserve de l'acceptation du dossier par la Sécurité sociale avec une consultation au préalable. Merci beaucoup Marie, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Quel doux hasard. Ma copine qui regarde l'émission vient de m'envoyer un petit SMS pour vous demander, mais c'est dingue, incroyable. Elle me demande si le lipolifting, c'est-à-dire l'injection de graisse prélevée sur le corps, ça c'est quand même une passion, quoi. On enlève la graisse sur les fesses pour les mettre dans le corps. Mais prenez chez moi. Mais chez vous peut-être. Alors, est-ce que ça dure éternellement? C'est ce qu'elle me demande. Et est-ce que ça fait plus naturel que la pose d'implant? Me demande-t-elle? Alors moi j'ai un avis un peu tranché sur le lipofilling mammaire. C'est vrai que sur le papier c'est très tentant d'aller liposucer une zone pour réinjecter au niveau des seins. Malheureusement, en fonction du morphotype des gens et aussi de leur métabolisme, il y a une grande partie quand même de la graisse qui va s'évaporer, qui va se résorber. Et souvent, les patientes qui viennent pour faire un lipofilling, c'est des patientes qui sont finalement très athlétiques, avec des petits seins, et elles n'ont pas vraiment de zone donneuse. Donc déjà, on va aller abîmer une zone donneuse, et en plus, elles ont un métabolisme qui va brûler le gras. Donc le niveau de résorption, il est quand même très important. Oui, mon chat. Ah, je lui demande. Bouge pas. Ma copine, qui est en ligne, elle a la peau des seins très, très abîmée. Je sais pas, elle a peut-être eu 2 garçons, peut-être un peu sur le tard. Et elle veut savoir ce que vous pensez du lifting des seins. Ouais, je lui demande, chouchou. Tcha-tcha. Bon, alors pour votre copine, du coup, on va répondre. Bah oui, Ouais. écoutez, on va faire. Le lifting des seins, il faut bien comprendre que c'est l'une des meilleures interventions en post-grossesse parce que ça permet de retendre les tissus. Des fois, on est amené aussi à remplir avec un petit implant ou un lipofilling. Mais moi, je privilégie un petit implant derrière le muscle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une cicatrice à vie. Donc, oui. Comment ? C'est la cicatrice en T. Marie, vous êtes en consultation, Marie. Donc une Même si cicatrice mon amie, elle demande beaucoup de choses. Donc une cicatrice autour de l'aréole, une cicatrice verticale, une cicatrice en dessous, c'est la seule façon d'avoir un résultat qui va durer. Et effectivement, il faut avoir, il y a une contrepartie, donc ça marche très bien.
mais nu, vous avez une cicatrice. Merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. J'ai une question à poser, j'ai encore plein de questions, mais je m'en vais. Ok. Marie, merci d'être venue. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Alors, comme promis, il est temps de vous donner toutes nos solutions de médecine et de chirurgie esthétique anti-âge pour paraître au minimum 10 ans de moins. On va essayer. Ah oui. Mais avant, notre journaliste Sarah Cadour est allée à la rencontre des Français pour savoir ce qu'ils pensaient de la chirurgie esthétique. 40% des Français envisagent un jour de franchir le cap de la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est votre cas? Pas du tout. Mon corps me convient et de plus, j'aurais trop peur du ratage. Non, mais parce que j'ai pas d'argent. Si vous aviez de l'argent? Peut-être que je me dirais, bon, bah mon nez il est un peu tordu, peut-être que je me referai le nez. Je trouve qu'il faut pas avoir peur de la chirurgie ni de la médecine esthétique. Ça peut régler plein de soucis, plein de complexes. Pour accepter vos complexes sans passer par la case bistouri, c'est quoi vos techniques? Est-ce que ça vous arrive de tricher? Si je veux avoir des yeux de biche, je vais mettre du mascara. Les cheveux aussi, parce que si on les serre bien, ça peut aussi étirer le regard. Le contouring, on peut faire plein de choses. Après, pour la poitrine, on peut mettre des push-ups. Et maintenant, il y a les culottes qui remontent un peu les fesses ou les jeans qui remontent un peu les fesses. J'ai plutôt des hanches, j'ai plutôt des épaules. Donc, ce qui va marcher, c'est d'être serré à la taille, parce que j'ai une taille fine. Le maquillage et le Photoshop. Enfin, sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est ça qui marche. Et après, dans la réalité, oui, c'est juste le maquillage. C'est le bistouri, mais en moins cher. Voilà. Quelles sont les choses que vous aimeriez changer ou améliorer chez vous? Faire un petit peu le nez, je le ferai remonter, je ferai affiner un peu le visage. Eh bien, j'ai décidé de gommer tous leurs complexes grâce à une intelligence artificielle qui rajeunit et modifie les traits du visage. Et vous allez voir que les réactions sont mitigées. Comme quoi, la chirurgie esthétique, il faut quand même y réfléchir à 2 fois. Et voilà. Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh Seigneur, c'est pas moi, ça fait chier. Qu'est-ce qui va pas? Tout est lisse. On voit que c'est faux. Et ça vous donne envie? Bon, non. Oh, Là, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de vous comme ça? Attends, mais oui. J'ai eu peur. Attends, mais j'ai été effrayée là. C'est hors de question. Mais en fait, le souci, c'est que du coup, ça lift complètement, ça grossit les lèvres, ça met j'ai l'impression que ça fait un visage commun. Il n'y a plus d'identité du coup. Et moi, à votre avis, j'ai fait quoi? Je vais vous montrer une photo de moi avant la chirurgie. Je vois pas de différence. On peut avoir des a priori mauvais sur la chirurgie esthétique, mais quand je vois du coup le résultat avec vous, sans savoir ce que vous avez fait, ça me bluffe. Ça se voit pas que j'ai 55 ans. Non, alors pas du tout. Et c'est le cas ou pas du tout? Non, je rigole, c'est une photo pareil, intelligence artificielle. Ok. Donc là, c'est pas vous sur la photo? Ce sera moi plus tard, certainement. Oui, d'accord. Elle est folle. Elle a beaucoup d'humour sur elle-même. Oui, ça c'est sûr. Alors, on en a parlé déjà un petit peu, on en a évoqué quelques-uns, mais on va passer en revue les principaux complexes des femmes. Et pour chacun d'entre eux, on vous donnera les actes chirurgicaux adaptés et les soins de médecine esthétique pour le combattre. Comme ça, vous savez exactement en fonction de ce qui vous turlupine, ce que vous devez faire. Enfin, ou ce que vous pouvez faire surtout, parce qu'il n'y a pas d'injonction là-dedans. Mais d'abord, une nouvelle précision s'impose, docteur Oren Marco. Quelle est la différence entre médecine esthétique et chirurgie esthétique? Par exemple, les injections de Botox ou d'acide hyaluronique pour fixer, repulper les lèvres, etc. C'est de la médecine ou de la chirurgie esthétique? Alors, la médecine esthétique regroupe tous les actes qui sont non chirurgicaux, c'est-à-dire des actes où on ne va pas franchir la barrière cutanée avec un bistouri. Donc ça, c'est la définition globale. Mais j'ai envie de vous dire que cette dichotomie entre les deux sphères, il y a une frontière tellement proche. En fait, on va plutôt dire qu'il y a un arsenal médical, thérapeutique de beauté. Moi, je mettrais plutôt en opposition, et même pas en opposition, mais plutôt en complément, toutes les techniques de beauté non médicales qui sont pour moi essentielles dans la prévention versus tout ce qu'on peut vous proposer de manière médicale. Et la médecine esthétique, effectivement, les injections de Botox et d'acide hyaluronique, on étiquette ça plutôt en médecine esthétique plutôt qu'en chirurgie. Non médical, vous voulez dire quoi par là? Le non médical, pour moi, il est essentiel, c'est-à-dire que les soins de peau, une bonne routine au quotidien, une alimentation saine, du sport, l'absence de tabac, protection du soleil, tous ces éléments sont essentiels en fait à une bonne évolution, une bonne prévention anti-âge. Et j'ai envie de vous dire que tout ça doit être un arsenal thérapeutique global. Alors, précision faite, on va passer en revue les principaux complexes physiques des Françaises et y apporter à chaque fois des solutions esthétiques adaptées. Et en tête, on trouve
le contour des yeux et les paupières qui tombent. Alors, on peut ralentir cet effet indésirable de la gravité en ayant recours à des injections de Botox ou d'acide hyaluronique. Alors, docteur Oren Marco, on dit qu'il faut avoir recours à ces soins de médecine esthétique de façon préventive. Est-ce que c'est vrai? Si on s'y prend jeune, eh bien, les effets du temps sur le visage ralentiront. Dans l'absolu, j'ai envie de vous répondre non. Parce que on a toujours étiqueté, oui, il faut commencer tôt les injections pour éviter que le muscle... En fait, les injections de Botox, pour être très clair, vont limiter les contractions musculaires du muscle orbiculaire qui se situe ici et donc limiter le phénomène de pas de doigts, etc. Maintenant, on est tellement dans une génération là où, avec les réseaux sociaux et tout, que si en plus un praticien dit oui, bien sûr, il faut commencer très tôt, là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc avant déjà d'injecter des produits, il y a d'autres solutions en amont quand on est jeune. On peut effectivement détendre son muscle en pratiquant des massages relaxants, en mettant effectivement un petit contour de l'œil, etc. On aura effectivement moins... ce sera un acte beaucoup moins lourd. À force de faire des piqûres, docteur, moi j'ai l'impression en regardant les femmes qui font ça, que ça gonfle le relief du visage. Ouais. C'est pour ça que moi, personnellement, j'en fais pas, parce que sinon, croyez-moi, je serais déjà chez vous avec la Charlotte et tout. mais quand je regarde les femmes, je trouve que c'est je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'au bout d'un moment, à force de trop remplir, on fait gonfler ou... Alors, il y a une histoire effectivement de produits qui gonflent. De toute façon, l'acide hyaluronique, c'est un filler. Donc, c'est un produit qui est destiné à remplir soit des petites rides, soit restaurer des volumes sur le visage. Le souci qu'on a, c'est l'absence de suivi. Donc, il y a des patients ou des patientes qui vont beaucoup changer de médecin et de praticien. Et donc, quand vous commencez à être soigné par quelqu'un, vous restez avec la même personne pour qu'on ait une traçabilité du dossier, traçabilité de vos injections, des quantités, etc. Et de manière raisonnée et raisonnable, on saura vous freiner. Autre souci qu'on rencontre, docteur, avec le temps, qui est source de complexe chez les Françaises, ce sont les taches qui arrivent sur la peau. C'est vrai qu'à la ménopause, la production de mélanine, l'hormone responsable de la pigmentation de la peau, se dérègle. Résultat, des petites taches, comme ça on appelle ça les fleurs de cimetière, c'est horrible, ces petites taches brunâtres qui apparaissent. Et là, la chirurgie esthétique ne peut rien. En revanche, il existe des solutions de médecine esthétique et même des conseils préventifs. Est-ce qu'on peut les donner aujourd'hui, docteur? Bien sûr. Alors, effectivement, c'est un motif de consultation qui est très important, alors que moi, personnellement, en fait, les femmes, elles ont un focus sur les taches pigmentaires, et moi, je trouve qu'au contraire, une peau qui vieillit avec des petites taches, je trouve ça très charmant. Ma femme m'en parle tous les soirs, mais... En prévention, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que traiter des taches pigmentaires, en fait, on va faire descendre le taux de mélanine pour descendre en fait, cette concentration, et les taches vont s'estomper. Maintenant, ce traitement, on peut le faire en hiver, mais dès que va réapparaître les beaux jours et qu'il y a des rayonnements UV, ça revient. Donc, c'est un traitement déjà qu'on refait tous les ans. Ensuite, pour la prévention, le premier conseil que je peux vous donner, c'est en plus de la crème protectrice solaire, il faut mettre du fond de teint, parce que les pigments qui sont contenus dans le fond de teint, c'est bien pour ça qu'il y a des crèmes solaires qui sont teintées, elles réverbèrent la lumière bleue du soleil, des UV, et c'est cette lumière bleue qui est responsable, en fait, des taches pigmentaires. Donc, le meilleur conseil, je ne vous dis pas de vous tartiner de fond de teint, mais en tout cas d'avoir une teinte dans son SFP, c'est très important pour limiter les taches pigmentaires. Le SFP? C'est l'écran total. Autre complexe dont souffrent beaucoup les Françaises, la peau du cou et du visage qui se détend et qui perd en élasticité suite à la baisse de production de collagène qui survient à la ménopause. Voilà. Il existe des solutions de médecine et de chirurgie esthétique pour raffermir la peau et la retravailler, et retravailler aussi l'ovale du visage. Pour les découvrir, et là, croyez-moi qu'on va être très très concentré avec Elsa, on retrouve notre journaliste Sarah Cadour qui est allée à la rencontre du chirurgien facialiste, le docteur Alexandre Marchak. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, comment redessiner l'ovale du visage et retendre la peau quand on arrive à la ménopause? Quand on arrive à la ménopause, il y a beaucoup de changements hormonaux et puis il y a déjà un petit peu de relâchement qui a commencé à s'installer généralement à partir de la quarantaine. Et ce relâchement, chez la femme avant la ménopause, il est surtout lié à une perte de volume. Et donc, quand on commence à ressentir un petit peu de relâchement, donc avant la ménopause, il faut commencer par compenser la perte de volume. Et là, c'est les injections d'acide hyaluronique. Quand on a restauré les volumes, il faut mettre en place des stratégies pour retendre un petit peu la peau. Et ça devient d'autant plus crucial au moment de la ménopause. Pour ça, on a schématiquement 3 grandes techniques. On a maintenant des machines qui envoient une énergie qui va retendre la peau.
On distingue 2 types de machines de médecine esthétique pour retendre la peau, les ultrasons et la radiofréquence. Ces machines, elles vont donc envoyer une énergie en profondeur qui va chauffer les tissus, entraîner en fait une petite brûlure profonde qui va entraîner une contraction. Cette contraction, elle va avoir un petit effet tenseur. La deuxième stratégie qu'on peut mettre en place, c'est des fils tenseurs. On peut glisser des petits fils qui vont avoir un effet tenseur. Globalement, les effets vont durer quelques mois. L'avantage, c'est que c'est assez rapide à faire. C'est surtout intéressant pour la joue, la queue du sourcil, moins dans le cou, parce que les fils tenseurs ne vont pas pouvoir lutter contre les muscles. Donc toutes les zones qui tombent à cause de l'action de certains muscles, les fils tenseurs ne vont pas réussir à remonter. Et la troisième stratégie, là, après, c'est la chirurgie. On rentre dans le domaine des liftings, dont l'objectif, c'est de remonter les tissus. La première étape, c'est qu'est-ce qu'on regarde dans un visage quand il commence à vieillir. Moi, je regarde différentes zones. Je regarde la région orbitaire, est-ce que la queue du sourcil est tombée? Est-ce qu'il y a bien sûr des problèmes de poche? Est-ce que le sillon s'est creusé? Ensuite, est-ce que le pli d'amertume s'est creusé? Est-ce que la boule de Bichat, la boule de graisse ici, est trop volumineuse? Est-ce qu'elle tombe? Est-ce qu'il y a une bajoue? Et en fonction de ça, on va pouvoir proposer différentes stratégies. La plus classique, celle que la plupart des gens connaissent, c'est le mini-lift. Ça consiste à décoller la peau de la joue et à tirer. C'est rapide, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est une intervention qui va surtout cibler l'ovale, le pli d'amertume. Et puis, il y a également la queue du sourcil qui tombe, et donc on peut la repositionner avec un lifting temporal. Ça permet de remonter la queue du sourcil, et souvent je le fais en association avec des gestes au niveau des paupières. Parce qu'à 50 ans, il se passe aussi souvent des petites choses au niveau des paupières. Et souvent, ce qui gêne les gens à partir d'un certain âge, c'est le cou. Donc, il y a des stratégies spéciales pour aller lifter le cou. C'est ce qu'on appelle par exemple le deep neck lift, où on va faire une petite incision sous le menton et une petite incision au niveau de l'oreille pour aller enlever la graisse qui se trouve du double menton, nettoyer une bajoue et aller suturer les muscles du cou pour ne plus avoir de corde. Enfin, il y a une dernière évolution qui est très intéressante, c'est le lifting de la lèvre supérieure, parce que lorsqu'on vieillit, on a aussi la lèvre qui a tendance à s'allonger, elle a tendance à disparaître, et plutôt que de gonfler la lèvre, c'est chez la femme de 50 ans très intéressant d'aller enlever un peu de peau sous le nez pour remonter la lèvre. Ça permet de rétablir des proportions harmonieuses. C'est une technique qu'on appelle le bullhorn lip lift. Ce qu'on a compris ces 10 dernières années, c'est que pour avoir un visage naturel, il faut repositionner la graisse qui tombe. À chaque patient, sa formule. Alors pour finir, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui aimeraient franchir le cap? C'est une chirurgie qui se fait pas sur un coup de tête, c'est une chirurgie qui se fait quand on en a vraiment envie, qui se fait quand on en a envie pour soi. Ça se prépare. Rencontrez plusieurs chirurgiens, comparez les approches, faites-le dans un moment de votre vie où vous avez envie de vous faire plaisir. Merci docteur. Non, ça a été un plaisir. Docteur Aurène Marcaud, toutes les interventions de médecine ou de chirurgie esthétique ont un coût, comme on peut le voir sur ce tableau des principaux actes chirurgicaux. Comptez en moyenne 6 000 € pour la liposuction, 9 000 € pour l'augmentation mammaire avec un plan, 10 000 € la rhinoplastie, même prix pour le lifting du cou et du visage. Heureusement, il existe également des solutions préventives et naturelles, peu onéreuses, notamment en ce qui concerne le vieillissement de la peau. On va les passer en revue et la première d'entre elles, c'est de revoir sa routine maquillage. Comment on s'y prend, docteur Aurène Marcaud? Alors, peut-être pas sa routine beauté, en tout cas, au quotidien. Je pense que préserver sa peau au maximum, c'est bien la nettoyer. D'abord, tous les soirs, un double démaquillage s'impose. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Tout ce que vous pouvez trouver dans les lotions astringentes, les gels nettoyants moussants, etc., c'est beaucoup trop agressif pour la peau. J'encourage volontiers les gens à se démaquiller, enfin les femmes en tout cas qui se maquillent ou les hommes qui se maquillent avec un démaquillant plutôt à type d'huile, un corps gras qui va permettre en fait d'apaiser et d'hydrater la peau, qui va du coup se sentir apaisée, ne va pas sécréter de sébum le lendemain et éviter les impuretés. Plus on va nettoyer sa peau, plus on aura une peau qui sera réceptive aussi aux cosmétiques. Et il y a effectivement des produits qui marchent bien. La vitamine C, quelques gouttes 2 fois par semaine, c'est très important. Le rétinol, 2 fois par semaine ou 3 fois grand maximum avec une protection solaire, c'est également très important. Et après, on peut mettre sa petite crème de jour. Il n'y a pas de marque en particulier, il n'y a pas votre routine, c'est celle qui vous convient, mais en tout cas, il y a des grandes lignes comme ça. Alors, bien attendez, se nettoyer. Je retiens, donc on fait une huile pour démaquiller, pour pas trop agresser la peau,
Vitamine C 2 fois par semaine, rétinol 2 fois par semaine. Voilà. Et quand on parle de vitamine C, rétinol, etc., évidemment, c'est dans des crèmes qu'on les trouve. Exactement. On continue notre quête du Graal pour garder une peau ferme et en pleine santé avec toutes les solutions esthétiques dites naturelles qu'Elsa Wolinski a essayé pour nous et ensemble. Merci Elsa, merci. Bravo, Merci, c'est beau ce que Elsa. vous faites. Merci. Franchement. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Pourquoi on ne nous l'a pas dit? De quoi? C'est vrai. Du face sculpting et du yoga du visage. Et toutes ces pratiques sont en train de détrôner, mais darda, les crèmes anti-âge. D'ailleurs, Oren Marco, vous m'en aviez parlé. Effectivement, vous êtes le premier à me l'avoir dit. Il faut absolument se masser. Ça coûte rien, c'est avec nos mains. On a juste à se laver le visage et hop, pour gagner un visage détendu et avoir des traits lissés comme vous, Agathe. Mais à quelle heure? Mais C'est juste que je suis bien maquillée, bien éclairée. Non, Vous savez vous êtes très bien. ravissante. Il suffit de pratiquer du yoga du visage de manière quotidienne, tous les jours, comme je le fais. Ça suffit de faire 5 minutes ou 10 minutes matin et soir. C'est une pratique qui nous vient du Japon et des États-Unis, qui a pris vraiment ses galons pendant le confinement. On était tous à chercher un moyen de se faire du bien. Voilà, on était tous comme des dingues à essayer de se lisser le visage. Mais ceci dit, ça a marché, effectivement. Le yoga est plus qu'une pratique, c'est une hygiène de vie. Il libère les tensions et le stress mental qui nous crispe les traits. Il draine les toxines et booste la production de collagène. Et c'est ça qu'on veut, nous. On veut du collagène en litres, mais bien sûr. Du collagène. Et pour cela, j'ai voulu inviter celle qui nous promet une élasticité magnifique avec une routine de seulement 10 minutes, Aurélia Del Sol. Aurélia. Aurélia. 10 minutes, Aurélia. Oui, 10 minutes. Oui, seulement. Alors Aurélia, vous êtes la fondatrice de Face Soul Yoga. Oui. Donc c'est en fait une méthode 100% naturelle. On se sert juste de ses mains. Expliquez-nous un peu les bienfaits avant de nous montrer exactement ce que c'est. Ok, donc le Facial Yoga, c'est une méthode du yoga du visage que j'ai créé il y a 3 ans, qui vient s'appuyer sur des techniques d'automassage, de drainage de la lymphe, d'acupression, de mouvement du visage qu'on appelle Mukhasana, de respiration et de méditation. Et tout ça, ça permet de retrouver, d'équilibrer sur le visage. Il y a 57 muscles entre le visage, le crâne et le cou, et l'idée c'est de rebooster les muscles sous-sollicités et d'étendre les muscles sur-sollicités. Aurélia, on va faire un exercice tous ensemble. Par exemple, si on veut vraiment réduire là les rides autour des yeux, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un point d'acupression que moi j'aime bien faire, c'est juste en dessous des yeux, qui se situe sur l'os. Vous mettez vos doigts et le milieu de l'œil, comme ça vous glissez. Et ici, en fait, si vous fermez les yeux, vous devez sentir, alors pas un renfoncement, mais juste un petit l'os, mais plus plat. Ouais. Et ici, c'est le premier point du méridien de l'estomac, E1, on appelle ça le récipient de larmes. Et ça permet d'aller lubrifier l'œil et de drainer sous les yeux. Donc on appuie doucement. Oui, pendant une trentaine Où de ça, où ça? Oui, exactement, Là. ici. Ouais, sur l'os. Ok. Là, il y a les nerfs crâniens, par exemple, ici, le fait de se masser ici. Alors, est-ce que ça va déstresser? Parce que alors, ça déstresse et ça vient aussi... On est stressé comme je le suis là, puisque... Mais non. Alors, il y a plusieurs... Là, on peut frotter comme ça ici. Moi, un des premiers gestes beauté que je vous recommande de faire tous les matins, c'est d'aller stimuler votre lymphe. Ici. Alors, on a un des points là. juste au-dessus des clavicules. Ici, on a plusieurs pompes dans le corps, mais juste au-dessus des clavicules, ici, si vous pompez très légèrement, là. C'est tout doux, comme c'est très doux. La lymphe est en surface, donc c'est vraiment tout doux. Et normalement, on a rapidement envie de soit de bâiller, soit de déglutir, ou s'endormir. Et d'aller stimuler, d'aller pomper ici et ici, juste autour des oreilles. C'est anti-stress, ça? Ça, c'est anti-stress. Oui, c'est anti-stress. Tu sens? Et ça vient aussi drainer quand on a fait une courte nuit, quand on a peut-être abusé de certaines choses, on a trop bu, trop mangé, enfin, on a vécu. C'est des petits hacks comme ça à intégrer dans son quotidien. Docteur Marco, puisqu'on parle de massage drainant, mais pour le visage, il y a une méthode qui s'appelle le Miracle Face, c'est ça? Et qui apparemment marche très très bien. Ça consiste en quoi? Alors, déjà, toutes ces techniques en fait, de massage du visage qui existent sous plusieurs formes, je les trouve très complémentaires par rapport à tout ce qu'on peut proposer en matière de médecine et de chirurgie esthétique. Il y a un des massages que j'affectionne tout particulièrement, c'est le Miracle Face. C'est un drainage lymphatique du visage qui a été inventé par la brésilienne Renata França, donc qui est très connue maintenant pour les massages du corps. Et ce massage permet en fait de vraiment détoxifier, de stimuler le système lymphatique au niveau du visage et de redessiner vraiment
les contours du visage. Mais ça se fait avec un professionnel. Ça se fait avec un professionnel. C'est pas de l'automassage, mais en tout cas, je trouve que il y a des vrais résultats. Merci Aurélia. Merci Aurélia Delsol d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la créatrice de la méthode Faceful Yoga. À très bientôt. Merci. Et merci, Dr Oren Marco, pour votre éclairage. Pédagogie. Merci pour vos conseils aussi. Je rappelle que vous êtes donc chirurgien plasticien et médecin esthétique et que vous exercez à Paris. À très bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez bien conscience que vous avez les clés de ce plateau et que je vais vivre avec vous. On tourne maintenant la page de la chirurgie esthétique pour ouvrir celle de la chirurgie réparatrice, celle prise en charge par la Sécu et qui a vocation à réparer les corps et les âmes meurtries, que ce soit à cause d'une malformation congénitale ou d'un accident de la vie. Je pense aux brûlures, bien sûr, aux cicatrices, aux becs de lièvre, aux reconstructions mammaires post-mastectomie. Bref, toutes ces opérations salutaires qui méritaient bien un supplément. Mais d'abord, sachez qu'en matière de chirurgie réparatrice, eh bien, c'est une femme qui en est la pionnière et qu'elle est française. Son nom, Suzanne Noël. Stan nous en dresse le portrait. Le destin de Suzanne Noël prend racine au crépuscule de la Première Guerre mondiale. Le conflit charrie son lot de drames, parmi lesquels les gueules cassées, ces 15 000 soldats français défigurés par l'éclat d'un obus ou d'une balle allemande sur le front, portant les horreurs et les stigmates de la guerre sur leur visage. Ils vont hélas se retrouver ostracisés dans cette France insouciante des années folles, avide d'oubli et de divertissement. Mais dans leur malheur, ils vont pouvoir compter sur l'aide de deux femmes. Une américaine à Paris d'abord, l'artiste plasticienne Anna Coleman-Ladd, qui depuis un atelier du quartier latin fabrique les premiers masques prothèses pour redonner une forme humaine à ces visages que la folie des hommes a détruits. Et pour l'époque, les résultats sont impressionnants. Puis vint alors notre Suzanne Noël nationale, une artiste du bistouri qui n'a pas son pareil pour corriger les séquelles des gueules cassées. Greffe de peau, reconstitution de mâchoire, transplantation de cartilage. À force d'audace, elle invente même des mécanismes pour pallier l'absence d'ossements. Avec elle, les gueules cassées se prennent à espérer le retour à une vie normale et son talent l'autorise même à exercer sa profession de chirurgienne plasticienne à l'hôpital Saint-Louis sans avoir à soutenir sa thèse. Sa réputation est telle que Sarah Bernhardt aura recours à ses services pour corriger une opération de chirurgie esthétique ratée effectuée lors d'une tournée aux États-Unis en réalisant sur elle une des premières transplantations de cuir chevelu. Et le bouche à oreille aidant, Al Capone, figure balafrée du grand banditisme à Chicago, essaiera même d'acheter ses services en vain. Suzanne Noël a indéniablement permis le développement de sa discipline et la suite vous la connaissez avec l'apparition des premières prothèses mammaires en boule d'ivoire puis en silicone suivie de la première greffe capillaire ou encore de la chirurgie au laser. Alors franchement, merci Suzy. Bonjour, docteur Kim de Frémicourt. Bonjour. Vous êtes chirurgienne plasticienne spécialisée dans la chirurgie des seins et du visage. Bienvenue sur le plateau. Elle est inspirante, hein, cette Suzanne Noël. Tout à fait, c'est un modèle en tant que femme chirurgien, bien sûr, de persévérance, de courage, d'innovation, de dévotion. Mais je pense que c'est aussi un modèle pour nous tous, chirurgiens ou non et femmes ou non. On va donc passer avec vous les actes de chirurgie réparatrice les plus courants, parmi lesquels l'abdominoplastie. En quoi consiste cette opération et surtout, quelles sont les conditions pour que cette chirurgie soit prise en compte par la sécurité sociale? Et là, je pense aux femmes qui ont eu de nombreuses grossesses et qui ont l'abdomen qui tombe. Alors, l'abdominoplastie ou plastie abdominale sert à retirer l'excédent de peau et de graisse au niveau du ventre, donc tout ce qui est au-dessus du pubis et jusqu'au niveau du nombril. Donc tout ça, on va le retirer et on va retendre la peau pour avoir un ventre plat. Donc cet acte peut être classé en chirurgie esthétique ou en chirurgie réparatrice. Pour la chirurgie réparatrice, il faut plusieurs critères. Alors parmi les critères, la présence, alors c'est un terme médical mais c'est pas très joli, ça s'appelle un tablier abdominal. En fait, c'est la peau qui va aller au-dessus du pubis. Donc après une perte de poids massive, donc ça va être pris en charge, ou une faiblesse de la paroi, ce qui s'appelle un diastasis ou une hernie. On peut avoir après des grossesses. Exactement. Donc c'est les muscles qui sont distendus. Donc en même temps que l'abdominoplastie, on va vouloir retendre les muscles. Aussi une éventration, c'est-à-dire l'issue des intestins sous la peau.
après une chirurgie. Et par exemple, si c'est de la graisse qui va au-dessus du pubis, là, c'est pas de la chirurgie réparatrice. Non, exactement. Il faut que ce soit vraiment de la peau. De la peau, qui D'accord. recouvre. Alors, il y a des cas très fréquents aussi que chacun peut vivre, des cicatrices, les brûlures disgracieuses, etc., qui sont survenues à la suite d'un accident, qui entrent aussi dans le cadre de la chirurgie réparatrice qui est prise en charge par la Sécu. Comment est-ce que vous y prenez, docteur, pour les faire disparaître, ces brûlures et ces cicatrices? Alors, on ne peut jamais faire disparaître, malheureusement, on n'est pas magicien, ça c'est dommage, mais on peut les camoufler. On peut les camoufler dans des zones d'ombre, dans des plis. Alors, une chose importante, c'est que les cicatrices ou les brûlures vont souvent raconter l'histoire de la patiente. Et ces histoires-là, parfois, les patients ne veulent pas les partager avec d'autres personnes, donc elles vont vouloir les cacher. Dans ce cas-là, on peut les déplacer dans d'autres endroits plus discrets. On peut aussi les niveler, c'est-à-dire parfois elles sont creusées. On va justement les mettre droites. On peut affiner aussi les cicatrices quand elles sont trop larges. Et parfois, dans des cicatrices vraiment très, très larges, très disgracieuses ou des cas de brûlure étendue, on peut avoir recours à des techniques chirurgicales assez invasives qui s'appellent par exemple l'expandeur sous-cutané. C'est un sorte de ballon qu'on va faire gonfler sous la peau, qu'on va faire gonfler progressivement pour apporter justement une nouvelle peau. Et dans ce cas-là, on retire la cicatrice et en même temps que le ballon et on va retendre la peau par-dessus. D'accord. Et puis, pour terminer, les opérations de chirurgie réparatrices les plus courantes sont évidemment les reconstructions mammaires post-mastectomie. Comment est-ce qu'on peut appréhender la difficile épreuve du cancer du sein? Comment est-ce qu'on retrouve sa féminité grâce à la chirurgie réparatrice pour la poitrine? Pour le savoir, notre journaliste Marianne Moing a poussé les portes du cabinet de la référence en la matière. C'est le professeur Maurice Mimoun. Et vous allez voir qu'elle n'est pas venue seule à ce rendez-vous puisque sa maman l'accompagnait. Bonjour professeur. Bonjour. Je vous présente ma maman, Céline. Bonjour professeur. Enchantée. Maman, je te laisse te présenter. On commence? D'accord. Alors moi j'ai 53 ans. Il y a 2 mois, à la suite d'une mammographie, on m'a découvert donc un cancer du sein, donc un nodule cancéreux placé là. Pas trop gros, donc j'ai eu de la chance. On me l'a retiré et je me dis comment va être ma poitrine qui était déjà très petite et on lui a encore retiré quelque chose. Comme le cancer du sein dont est atteinte ma maman a été diagnostiqué tôt, l'opération qu'elle a subie fut conservatrice, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas ôté de sein. C'est une tumorectomie. Dans le cas de figure de ma maman, est-ce qu'elle peut envisager une chirurgie reconstructrice, réparatrice? Oui, c'est une chirurgie qui est prise en charge parce que le sein peut quand même se déformer du fait de la tumorectomie. Et donc, il faut faire un état de lieu quelques mois plus tard, au moins 6 mois, voir comment le sein se stabilise et après on fait l'état des lieux. Après, il y a des tas de techniques de chirurgie plastique, on fait tourner les tissus, on les remobilise pour essayer de rendre le sein de nouveau homogène. Si jamais, après l'analyse des ganglions, du nodule, il s'avère qu'en fait... Il faut enlever le sein. Il faut enlever le sein, exactement. Est-ce que là, on peut reconstruire quelque chose de potable, de joli, voilà. Naturellement. Selon la qualité de la peau de la patiente, ses cicatrices ou encore son parcours de soins, les chirurgiens vont pouvoir l'orienter vers telle ou telle technique de reconstruction mammaire. Et on va pouvoir utiliser des méthodes comme l'implant, la prothèse, mais ce n'est pas le plus fréquent en reconstruction mammaire. La greffe adipeuse qui consiste à injecter de la graisse dans la zone de mastectomie. C'est-à-dire dans la zone où on a enlevé le sein. Et dernière technique de reconstruction mammaire, les lambeaux. On prend de la peau d'ailleurs et on l'amène dans la région pour remplacer la peau qu'il n'y a pas. Donc l'inconvénient, c'est que ça fait une cicatrice ailleurs. Donc tout ça doit, je dis toujours, reconstruire sans détruire. Il faut essayer de trouver une méthode qui ne va pas abîmer la femme ailleurs. On peut d'ailleurs utiliser 2 techniques. Il y a tout un mix de choses à faire sur une durée un petit peu longue. Il faut au moins 1 an pour être au bout de la reconstruction parce qu'il va falloir aussi reconstruire le téton et l'aréole. Il y a aussi des méthodes. Et parmi les techniques pour reconstituer le téton et l'aréole, il en existe une surprenante et absolument géniale, le tatouage 3D. La pionnière, c'est elle, Alexia Cassar. On est vraiment à la fin de la prise en charge physique du corps. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont fait la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Et pour le coup, il manque quelque chose. Et donc, avec ce simple geste, on finit ce paragraphe difficile et on est dans une guérison émotionnelle, en plus de la guérison physique. Et aujourd'hui, c'est Véronique, 55 ans, qui est venue en famille pour fermer le chapitre de sa maladie et ouvrir une nouvelle page de sa vie de femme. On va faire une grande inspiration. On est parti. J'ai recréé la forme un petit peu plus définie du mamelon. Et là, je passe à la définition de l'aréole, qui est le cercle de peau plus foncé qu'on a autour du mamelon.
Donc là, je vais commencer à faire des petits détails sur le sein, sur l'aréole, pour venir donner des petites touches de réalisme. C'est une page qui se tourne vers des choses différentes. Je pense que oui, je fais un bond quelques années en arrière et je vais retrouver quelque chose de féminin, quoi. On y va? Bravo. C'est impressionnant. Je vois, comme je dis vulgairement, une fin de travaux. La chirurgie réparatrice et d'autres techniques complémentaires comme le tatouage 3D visent à rendre aux femmes victimes d'un cancer du sein leur intégrité physique. En attendant... T'as eu toutes les réponses à tes questions, Moi, maman? j'ai toutes les réponses. Je trouve que vous avez un moral extraordinaire d'abord, si je peux me permettre. Vous êtes un exemple pour les femmes. Merci. Merci, professeur. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci. Christophe, on le voit avec Véronique, ce tatouage permet de clore ce douloureux chapitre de sa vie, se reconstruire physiquement. C'est un chemin de la résilience et de l'acceptation. Oui, c'est presque d'ailleurs le moment le plus passionnant, à mon avis, même pour les chirurgiens, même si ce travail en lui-même est passionnant, c'est voir quels sont les effets de ce que vous avez fait. Alors, il y a pas mal d'études du côté de la chirurgie réparatrice, on en parlait à l'instant, tout ça est vraiment très très bien étudié et montre des résultats favorables. Du côté de la chirurgie esthétique, moins reconnue en tant que nécessité, on a beaucoup moins d'études. On a beaucoup moins de données, mais pourtant, celles qui existent montrent aussi une satisfaction des personnes opérées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça passe par le psychisme. C'est-à-dire, on voit que lorsque j'ai été opéré d'une partie du corps qui me faisait souffrir parce que je me focalisais trop sur elle, le fait d'avoir bénéficié d'une opération réussie, finalement, fait que je m'intéresse plus à ce qu'il y a autour de moi au lieu de me rétracter, de me focaliser sur ce qui me semble déficient en moi. Donc, vous voyez, même la chirurgie, ça passe par la psychologie. Allez, il est temps de retrouver un autre éminent professeur, notre docteur en musicologie. Le docteur Frémicourt veut rester avec nous car il me semble qu'on va avoir besoin de vos lumières. Ça marche. Viens voir le docteur. On va faire un blind test, si vous êtes d'accord, sur ces chanteurs et chanteuses qui, à cause du rapport à leur image, ont eu recours à la chirurgie esthétique pour le meilleur, mais surtout pour le pire, bien entendu. Alors, une fois qu'on aura découvert son identité, docteur de Frémicourt, vous nous direz, pour chaque artiste, à quelles opérations esthétiques ils ont eu recours, OK? André, c'est à vous. Ok, je l'ai. Madonna, quoi. Docteur, vous pouvez faire quelque chose? Alors, docteur de Frémicourt... Je veux bien être vieille, mais il faut me dire que je chante bien. C'est ce que je demande. Docteur de Frémicourt, elle est forcément passée sur une table d'opération. À vue d'œil, oui. Déjà, la vous bouche diriez aussi. quoi? Elle a fait pas mal de choses et pas forcément de la bonne façon, je pense. Alors, très probablement un lifting, et encore, je pense qu'elle a fait beaucoup d'injections, beaucoup trop d'injections. Oui, le côté gonflé dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ce côté un peu trop lisse, il faut garder quand même une expression, Non, mais c'est surtout que ça, des reliefs aussi. Oui, je trouve que ça fait gonfler, parce qu'au bout d'un moment, en fait, qu'on comprenne bien, on met de l'acide hyaluronique, l'aride se reforme, mais l'acide hyaluronique, il est toujours là, donc si on additionne, ça finit par faire des reliefs gonflés, c'est ça? On gonfle. Ok, bien sûr. Oh, voilà. Oh, la pathétique. Décidément, il y a d'autres gens là-dedans. Oh là là. On est très gênés. C'est quoi? Excusez-moi, je refais l'imitation. Alors, juste... Qui sait mettre le pied comme ça? Merci beaucoup. Alors, là, 1969 à 2009, c'est impressionnant. Tout y passe, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et pourtant, Michael Jackson, regardez, 69. Michael. Bonne tête. Qu'est-ce que j'ai été amoureuse de lui en plus, même avec sa nouvelle tête. Ouais. J'étais tellement fan de lui, j'embrassais le Hockey Magazine comme ça, et du coup,
la bouche était toute fripée sur le. Alors vous savez que ses frères se moquaient de lui, il l'appelait grosse patate parce qu'il trouvait qu'il avait le nez en patate. Si ça se trouve, c'est à cause de ses frangins, il a été traumatisé. Oui, parce qu'après, il n'avait plus du tout de nez. Alors, il a toujours nié avoir eu recours au bistouri. Par exemple, quand on le questionnait sur l'évolution de la couleur de sa peau, il disait qu'il avait le vitiligo, cette maladie qui entraîne la dépigmentation du derme. Alors, sur cet aspect, le doute est permis. Pour ce qui est du nez ou des fossettes, il a eu recours à la chirurgie, n'est-ce pas, docteur? Je pense qu'il ne faut pas être chirurgien pour avoir cette conclusion. C'est ça. On est d'accord. Sinon, docteur, vous aimez la saule? C'est parti. Arrêtez de Je connais un bar à saule terrible. Merci André et merci beaucoup à vous, docteur de Frémicourt, d'être venu sur notre plateau. Vous êtes chirurgienne plasticienne spécialisée dans la chirurgie des seins et du visage et vous exercez à Paris. Exactement. Et merci à vous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Comme chaque samedi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, donc ça nous fait vraiment plaisir. Allez, on va vous retrouver bien sûr toute cette semaine, encore une fois sur France Inter, pour votre émission Grand Bien vous fasse. C'est à 10h05. Et vous, oui, à 10h05. Et vous, on vous retrouve à 9h30 précise sur France 2 pour la maison des maternelles. Et voilà, c'est à 9h30 chaque jour. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine. Même endroit, même heure, même chaîne, même équipe. Il n'y aura que le docteur, désolé André, qui ne sera pas là. Mais bon, voilà, vous retrouverez peut-être dans ce petit bar jazzy, des fois. Très bon week-end, prenez soin de vous.